Yuan, Key Learnings, 策略 Marken, Crafting Insights, Tribes, Weak Signals, Insights, Trends, Analysis, 品牌 Estrategias, 观点 Experience. Vibrations by DinVibe. Pourquoi Vibrations ? Parce qu'à la manière des sismologues, notre métier chez DinVibe, c'est d'anticiper les secousses à venir, de prendre le pouls. On repère les lames de fond, on étudie les ondes qui annoncent les séismes, on s'intéresse à ce qui va secouer. Comme des anthropologues, on étudie l'humain, les évolutions de comportement, dans le but de guider les marques vers des innovations qui résonnent et qui font sens. Parce qu'on est une équipe de passionnés, ce podcast a pour vocation de partager au plus grand nombre une partie des insights que nous détectons, pour que ça vous donne du grain à moudre et qui sait, envie de nous rencontrer. Chaque mois, plongez avec nous dans le décryptage d'une tendance de société. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 3 de Vibrations by DinVibe. Le Covid-19 et le confinement ont été une des grandes expériences de l'histoire qui ont soumis la Terre entière au même choc au même moment. Une réalité nouvelle qui bouleverse tous nos repères quasiment du jour au lendemain. Alors une expérience commune, oui, mais vécue très différemment aussi à travers le monde et puis individuellement. Avec une certitude, c'est que les émotions ont été plus extériorisées que jamais, avec des sujets intimes qui sont devenus subitement beaucoup plus publics. Les marques s'y sont mises aussi en communiquant sur un ton et un registre beaucoup plus personnel et ponctuant leur newsletter du désormais célèbre « Prenez soin de vous » qui était avant réservé plutôt à l'intimité. On a voulu se pencher sur les 3 grandes familles d'émotions qui ont été les plus exprimées et dont notre analyse nous laisse penser qu'elles vont impacter durablement les comportements des gens et leur comportement de consommation. Ces 3 grandes familles, ce sont la peur, le sentiment de découragement, mais aussi la gratitude qui s'est exprimée très fortement pendant cette période. À la fin de l'épisode, nous réfléchirons aux manières dont les marques doivent s'adapter à certains de ces insights qui impacteront le moyen et le long terme. Je suis Sandra, directrice marketing chez DinVibe, et pour nous apporter des éclairages sur ce sujet, aujourd'hui nous avons réuni Juliette, Louise et Miali, que je vais laisser se présenter. Merci Sandra. Bonjour, je suis Louise et je suis Insight Crafter chez DinVibe. Dans mon quotidien, j'ai l'opportunité de détecter et analyser des tendances de fond ou des sujets d'actualité comme par exemple comment les gens ont vécu leur période de confinement ou encore la confirmation de certaines tendances comme la démarche éco-responsable dans les parfums par exemple. Hello, je suis Juliette, je suis spécialiste des communautés et des mécaniques d'influence chez DinVibe. Dans mon quotidien, j'essaie de trouver, de détecter les influenceurs de demain, mais aussi et surtout de démontrer que les communautés d'internautes sont en train de révolutionner le monde de l'influence en devenant de plus en plus leurs propres influenceurs. Bonjour, je suis Miali. Donc, comme Louise, je suis un Insight Crafter chez DinVibe. Mon rôle, donc, c'est de détecter et analyser des tendances de fond. Je le vois un peu comme creuser des pépites qu'on va appeler des insights. Alors, chez DinVibe, nos terrains d'exploration sont assez variés, mais pour ma part, j'ai travaillé dans la beauté, le sport et l'alimentaire. Merci beaucoup à tous les 3. Alors Juliette, toi, tu as étudié plus précisément la question de la peur. Et à propos de quoi les gens ont-ils exprimé de la peur pendant cette période ? Alors, la peur, ça a été une émotion qui a été assez visible pendant le confinement, mais qui le devient d'autant plus depuis que le déconfinement a été annoncé. Globalement, le retour à la normale est assez anxiogène pour les gens. Alors pourquoi ? Parce que les personnes ont très peur de retomber dans leur travers pré-confinement. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que en fait, la plupart des personnes aujourd'hui font le bilan de leur confinement en disant qu'ils ont évolué, qu'ils ont travaillé sur eux-mêmes et qu'ils sont devenus meilleurs. Et en fait, qu'ils ont peur de redevenir la personne qu'ils étaient pré-confinement face en fait à leur environnement. J'espère en fait qu'il va pas y avoir de retour à la normale. Mon espoir, c'est de me dire que justement tout ça va nous faire être en hyper conscience en fait de ce qu'on a, de ce qu'on possède, de la chance qu'on a. J'espère que les choses vont changer parce que sinon tout ça, là, tous ces morts, tout ce qu'on vit, ça aura servi à rien du tout. Ils ont peur de redevenir addicts au shopping, ils ont peur d'arrêter le sport et globalement de perdre en fait toutes les bonnes habitudes qu'ils ont injectées dans leur quotidien pendant cette période. C'est un peu le phénomène « j'aime bien la nouvelle personne que je suis devenue, comment je peux garder ces bénéfices-là à long terme ?» C'est ça. C'est ça, donc c'est essayer de capitaliser là-dessus et on le voit dans l'exemple de Marion Seclin qui a posté une story à ce sujet il y a quelques jours
Donc Marion Seclin, en 2 mots, c'est une influenceuse française qui a une ligne éditoriale assez féministe et qui prône la créativité dans son quotidien. Elle a expliqué dans sa story qu'elle appréhendait le déconfinement parce qu'elle avait très peur de se mettre à se ruer sur des achats inutiles et vraiment de multiplier les achats dont elle n'avait pas besoin. Alors que c'est quelque chose sur lequel elle a essayé de travailler pendant son confinement. Sur Instagram, il y a de plus en plus d'artistes, d'illustratrices, et ça peut toujours être sympa de se dire, voilà, je vais investir dans un petit machin qui ne va pas être une paire de baskets ou quoi que ce soit, mais là où du coup c'est un peu dommage, c'est que je pense que quand ce sera terminé ce confinement, toutes ces idées-là qui sont excellentes, on les rangera dans la catégorie en cas de crise. Est-ce que tu as vu d'autres formes de peur s'exprimer pendant cette période, et en particulier maintenant ? Alors, une émotion qu'on a vu assez fortement se développer dernièrement, c'est en fait une sorte de phobie sociale qui est amenée par l'appréhension du retour au lien en réel, donc de passer d'un monde virtuel à un échange en face à face. On a des gens qui globalement savent plus trop sur quel pied danser, quel comportement il faut avoir avec ses amis, avec ses proches quand on les retrouve. Donc c'est ne pas savoir gérer la distanciation sociale, se tenir à 1 mètre les uns des autres, devoir avoir un masque. Je pense qu'on l'a tous vécu dernièrement, c'est assez difficile, en tout cas on a l'impression que c'est difficile de véhiculer des émotions quand on porte un masque. On a aussi des gens qui globalement en fait ont peur d'avoir un lien social avec leurs proches qui est dénaturé, en passant d'échanges très réguliers pendant le confinement à un retour à la normale avec on se voit de temps en temps et puis voilà. Tu me parlais aussi d'une peur qui est liée finalement à la maladie et au fait de l'attraper, et donc comment garder ses distances tout en continuant à exprimer ses émotions, comment exprimer de l'enthousiasme sans s'embrasser. Enfin, il y avait cette notion-là aussi de recréer des façons d'interagir avec cette nouvelle réalité du Covid. C'est quelque chose qu'on a tous vécu en plus. On enregistre post-premier week-end de déconfinement et on en a parlé entre nous. C'était des moments de gêne et de maladresse, le temps de retrouver nos marques. Merci beaucoup Juliette. Louise, toi tu t'es intéressée à un autre domaine d'émotion qu'on a vu pendant le confinement et surtout en prévision de l'après, c'est le découragement. Oui, en effet. Donc, j'ai un petit peu observé ce sentiment. Donc, c'est le découragement. En fait, le constat, il est que la situation qu'on est en train de vivre, de cette crise du Covid, en fait, elle a fait émerger cette perte de contrôle, en fait, de la situation globale. Et du coup, qui tend vers une situation super anxiogène pour beaucoup de gens. En fait, cette crise, elle a généré de la peur et donc l'émergence de questionnements en fait sur ces propos que sont la santé, l'éthique et le développement durable, par exemple. En fait, il y a ce sentiment qui est perçu que l'enjeu de l'après est colossal. Et en fait, beaucoup de personnes vont se sentir démunies pour agir. Donc, ça va passer en fait par la recherche de moyens en fait pour pouvoir agir au niveau individuel, c'est-à-dire je fais des choses positives pour la société qui permettra en fait de construire le monde de demain. Et il y a eu une prise de conscience écologique qui était déjà le cas avant, mais du coup qui a été accélérée en fait avec cette crise. On a vu des sentiments en fait de culpabilité liés plutôt à un tiraillement entre ses convictions. J'ai envie de m'engager dans l'écologie, j'ai envie de donner la meilleure éducation à mes enfants. Et en même temps, les moyens disponibles pour être en cohérence avec ses convictions. On a pu voir en fait des personnes qui disent oui, bon, ok, j'avoue, j'ai acheté sur Internet, mais c'est vrai que c'est pas forcément évident entre le fait de devoir m'occuper de mes enfants, gérer les cours à distance, les courses et tout ça, voilà, c'est compliqué. En revanche, j'ai quand même envie d'essayer de consommer moins, de réparer, d'acheter d'occasion quand c'est possible. C'est aussi éventuellement un moyen en fait de faire des économies. Mais voilà, des personnes qui disent que c'est pas forcément hyper simple de mettre ça en application dans ce monde de consommation dans lequel on vivait jusqu'à présent. Et c'est quelque chose que tu as vu aussi en Corée. Il y a un hashtag dédié qui est né pendant cette période-là. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, alors ce hashtag, c'est Dear Planet, I'm sorry. Dear Earth, I'm sorry. I'm sorry for my fast lifestyle, my selfishness, the pollution I provoked.
I'm sorry for the desperate need to want more. I'm sorry for global warming, deforestation, and animal extinction. But most of all, I'm sorry for trying to play God. Donc je suis désolée pour la planète, c'est que il y a eu cette émergence de sentiments où les gens se sont dit mais en fait du coup on a dû acheter des masques jetables, on va consommer en ligne parce que du coup on veut plus sortir de chez nous. Et en fait cette prise de conscience de se dire mais en fait avec cette crise on ne fait que détruire encore un peu plus la planète et du coup on va dans un sens complètement opposé à l'écologie. Et donc, c'est vraiment ce sentiment de culpabilité et de se dire, mais ouais, en fait, je contribue à la destruction de la planète pour se protéger de ce virus-là, quoi. Et en fait, en réaction à ça, on voit naître des initiatives pour faire sa part du colibri, entre guillemets, apporter sa pierre à l'édifice, même à une toute petite échelle. Donc, ça va être illustré par plusieurs exemples. On voit le fait de consommer local, par exemple. C'est de se dire, à mon niveau, j'agis pour la planète et en même temps, je soutiens les petits commerçants autour de chez moi qui ont été impactés directement par cette crise. Moi, c'est vraiment des trucs que j'ai envie d'imposer dans ma vie, de manger un peu plus local, quoi, de faire marcher un peu plus les petites entreprises en France voilà, faire sa lessive soi-même. C'est des choses qui sont pas très compliquées finalement, mais je suis convaincue que si tout le monde le faisait, ça changerait quelque chose. Au moins, on fait notre part. Je pense que si on faisait tout ça, on fait notre part et ça change la donne. À titre d'exemple, il y a Instagram en fait qui a sorti une fonctionnalité qui propose en fait de soutenir les petits commerçants et les artisans en les mentionnant dans ses posts et stories. Après, il y avait un deuxième exemple qui était intéressant, c'est des personnes qui deviennent véganes pendant le confinement. Bon, alors c'était probablement des personnes qui étaient déjà dans une transition et qui avaient cette envie de devenir végane, mais c'est intéressant de voir que ça a été accéléré en fait pendant le confinement. Et un autre exemple qui illustre un peu cette tendance, c'est donc en Indonésie, en fait, sur Uber Eats, il n'y avait pas suffisamment de restaurants véganes disponibles dans la liste, et en fait, il y avait une demande très accrue sur cette application, et donc la liste s'est agrandie suite à cette forte demande. En fait, les gens ont vraiment envie de se dire que même à petite échelle, ils peuvent avoir un impact et ils peuvent, par des petites actions, en fait, agir pour le monde de demain et cet après-confinement, en fait. Merci beaucoup, Louise. Alors, Miali, toi, tu t'es penchée sur une autre émotion qui a été beaucoup exprimée également, c'est le sentiment de gratitude et de reconnaissance. C'est quoi le bilan global que les gens tirent de leur confinement ? Alors oui, effectivement, en faisant le bilan, beaucoup de gens ont retrouvé en fait un bilan positif. Ils ont quand même de la gratitude envers ce moment de confinement parce qu'ils voient que c'est un temps qui leur a été accordé pour pouvoir avancer. C'est un sentiment de gratitude qu'on peut exprimer pour ce que l'on a. Quand on compare en fait sa situation à celle d'autres qui sont plus durement impactés, on peut être accompagné par sa famille, ne pas être seul et même avoir un emploi. Donc, il y a vraiment eu ce sentiment de gratitude envers ces choses. Il y a eu aussi un sentiment de gratitude pour ce temps qui a permis de sortir du mode pilote automatique pour imaginer d'autres façons de faire, de vivre et vraiment changer un peu sa personne. Puis, on a aussi vu en fait que beaucoup de gens ont eu la volonté de profiter de ce moment, d'en faire un moment positif malgré tout, faire plus de sport, nettoyer leur environnement en suivant la méthode de Marie Kondo, développer de nouvelles compétences et voire même de cuisiner plus sainement. Il y a eu aussi un geste en plus, c'est de commencer à écrire un journal de gratitude, c'est-à-dire chaque matin ou chaque soir, écrire des choses pour lesquelles on sent de la gratitude. Un kiff, c'est un moment qu'on a vécu dans sa journée et pour lequel on a l'élan de dire alors pour ça, vraiment, merci. Pourquoi 3 kiffs par jour ? Parce que ça suffit, si on pratique ça pendant 20 jours de suite, pour faire progresser de façon durable son niveau de bonheur. L'impact, c'est que le confinement a représenté en fait l'opportunité pour des personnes de tester, de découvrir de nouvelles marques et de nouveaux produits, de mettre en place de nouvelles routines et en fait vraiment de consommer différemment. Ce sont des habitudes qui resteront probablement ancrées après le confinement et peut-être aussi même après la crise du Covid. Il y a aussi un mouvement de gratitude par rapport au fait qu'on a pu rester connecté avec les autres, même si isolés physiquement, beaucoup en ont profité pour rester connectés avec leurs proches grâce à la technologie.
Et vraiment, c'était l'opportunité même de rétablir le lien avec des gens qu'on n'a pas appelés depuis longtemps. On a vu aussi des gens qui en ont profité pour rencontrer de nouvelles personnes en ligne, pour partager un savoir-faire ou même apprendre via la communauté. L'exemple qui est vraiment ressorti, c'est le live streaming, que ce soit à travers Twitch ou Facebook ou Instagram. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que le confinement jusqu'ici tout va bien, on est bientôt libérés. Donc aujourd'hui on va faire des cookies. On me l'a pas mal demandé, mais je vais vous en faire un à partager. Ce live streaming a permis de trouver du soutien, de s'inspirer, de partager des émotions, de se divertir. Et vraiment, c'était comme une fenêtre ouverte sur l'extérieur. Merci beaucoup à tous les trois pour ces analyses des trois grandes familles d'émotions qui se sont le plus exprimées pendant le confinement. Ma question maintenant, c'est, ok, on sait tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, qu'est-ce qu'on estime durable? Et qu'est-ce que ça veut dire pour les marques? Comment ça doit impacter la manière dont elles se positionnent, dont elles lancent des nouveaux produits, dont elles communiquent, dont elles vendent? Juliette, est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus? Alors, dans un premier temps, je pense que ce qui est important, c'est que les marques montrent en fait qu'elles ont autant évolué que les personnes elles-mêmes. Ce serait un peu remettre sur le devant de la scène le marketing de la preuve et vraiment montrer qu'il y a eu un travail qui a été fait sur un positionnement, sur une philosophie de marque, et montrer que les marques ont tiré des leçons, même si elles sont petites, pour accompagner un peu l'ambiance « il faut que tout change pour que rien ne change ». Et du coup... se sortir de la consommation frustration ou de compensation. Ouais, ça rejoint un peu cette notion on parle tout le temps de marque engagée, et là, on se rend compte que plus que jamais, il va falloir le prouver très très concrètement. C'est ça, les gens se contenteront plus de grandes intentions, de grandes phrases en l'air. Ouais, c'est vrai. Et d'ailleurs, quand on a regardé justement au début de la crise, quand Louis Vuitton a commencé à fabriquer en fait des gels hydroalcooliques à cause de la pénurie, c'est quelque chose qui a été vu très positivement par les consommateurs. Donc, ils exprimaient vraiment du contentement envers ce geste de Louis Vuitton qui a été fait très vite. Il y avait une possibilité réglementaire qui avait été donnée vendredi. Il y avait une capacité industrielle qui était mobilisable et il y a eu la volonté de M. Arnault de montrer la solidarité du groupe LVMH et surtout son implication dans la lutte contre cette épidémie. Nous en avions la possibilité, rester l'arme au pied aurait été invraisemblable. Il y a aussi un autre exemple qui est venu, c'est avec la marque Kiehl's, qui a été appelée par des consommateurs en fait, à aider les infirmières, étant donné que les demandes sanitaires étaient tellement élevées qu'il fallait qu'elles se nettoient les mains tout le temps et que ça pouvait, sur le long terme, endommager la qualité de leur peau et les sécher les mains. Ouais, donc les consommateurs ont apprécié l'empathie dont ont fait preuve ces marques-là et leur mise en action rapide pour trouver des solutions. C'était intéressant aussi ce que vous partagez sur la phobie sociale, sur le fait que les gens voulaient garder une certaine distance. Ils étaient peut-être encore dans une forme de peur de la maladie, de se mêler aux autres. Comment les marques peuvent accompagner ça? C'est quoi l'impact sur la façon dont on vend? C'est vrai que par rapport à cette problématique en fait de phobie sociale, on pense que le retail va forcément être impacté et que les marques en fait elles vont devoir réinventer leur manière de vendre et proposer en fait des alternatives aux magasins. En fait, c'est quelque chose qu'on a vu émerger en Chine pendant cette période du Covid, où du coup des conseillères de vente donnaient en fait des conseils ultra personnalisés, comme par exemple des diagnostics de peau, et en fait permettaient de guider les consommateurs dans leur achat. Donc on voit en fait des nouvelles formes de vente prendre forme pour reproduire en fait une vente physique, mais d'une manière digitalisée en fait. Super intéressant. Et ça rejoint un peu cette notion de live streaming dont tu as parlé, Miali. Pourquoi tu penses que le live streaming risque de durer et en quoi c'est une bonne réponse pour les marques pour répondre à ce besoin de connexion? Alors justement, le live streaming, c'est vrai qu'il faut d'abord y penser comme un médium où tout le monde devient créateur de contenu. C'est une opportunité de partage, de générosité, et c'est un moment où vraiment on peut se connecter avec la personne qui présente le stream. Alors, ce qu'on a vu, c'est que les marques se sont très vite adaptées et de manière très agile pendant le confinement. Par exemple, les marques de bijoux qui ont commencé à vendre leurs créations sous forme d'enchères en live streaming, ou aussi des professeurs de méditation qui ont offert des cours payants sur Zoom pendant le confinement. Pour évacuer les tensions, rien ne vaut une bonne séance de yoga. Depuis dimanche, cette professeure propose des rendez-vous tous les soirs à 18h.
bonsoir Instagram. Succès immédiat, ils étaient jusqu'à 6500 connectés hier soir pour bouger et méditer ensemble. Ouais, alors c'est vraiment la combinaison de toutes ces émotions qui va être intéressante à voir évoluer dans le temps. On voit déjà, dans cette période de déconfinement, on voit déjà apparaître une sorte de forme de nostalgie par rapport à ce temps suspendu. Et on voit que le rapport au temps a été pas mal bousculé. Donc ce qu'on a vu, c'est que les consos apprécient pleinement leurs émotions, les partagent de plus en plus volontiers, et qu'elle est devenue, cette gestion des émotions, un enjeu collectif. Donc ce qu'on se dit, c'est que les marques vont devoir aller encore plus loin dans l'empathie, apporter la preuve de leurs bénéfices émotionnels et sociaux. Et c'est quelque chose qu'on a exploré dans un de nos formats spéciaux qu'on a développé spécialement pendant le Covid. Notre série de formats spéciaux s'appelle The Day After Tomorrow. Et on y propose chaque semaine l'analyse d'une tendance qui va durablement impacter la manière dont les gens se comportent et donc la manière dont les marques s'adaptent. Cette série, elle est à retrouver sur notre site www.dinvibe.com, rubrique Insight. Merci beaucoup tous les trois pour cette discussion et vos éclairages. Merci Sandra. Merci Sandra. Merci. Et merci à vous tous pour votre écoute. Si vous avez des commentaires ou des questions, vous pouvez nous envoyer un message à l'adresse mail vibrations, vibrations, @dinvibe.com. Et si ce podcast vous plaît, que vous voulez soutenir, il y a une façon très simple de le faire, c'est de laisser une note 5 étoiles et un commentaire sur la plateforme d'écoute de votre choix. Alors on vous dit au mois prochain et on vous remercie beaucoup. Cet épisode a été produit par le studio Encore, réalisé par Chloé Vibo et Jeanne-Marie Desnos.